Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live sur une nouvelle thématique. Vous l'avez peut-être déjà découverte, vous la connaissez peut-être déjà sur les réseaux. J'ai l'honneur aujourd'hui de faire une nouvelle présentation avec Sandra Récolin. Sandra, est-ce que tu veux te présenter? Oui, ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, alors, je suis psychologue comportementaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Et j'ai aussi une casquette en sexo-fonctionnelle et j'aide les femmes, en particulier les femmes hypersensibles et ou au potentiel, à sortir des relations toxiques et à être heureuses en amour. Et c'est un vaste programme. Ok. Alors, moi, je suis ravie de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui avec toi. La thématique de la vidéo aujourd'hui, c'est un peu contre-intuitif. Je crois que j'ai pas trop le droit de le dire. En vrai, on va l'appeler merci aux manipulateurs, peut-être l'ironie du sort, parce qu'on s'y attend pas forcément de faire une vidéo sur les remerciements. Si on est un peu, comment dire, plus trash, on aura envie de dire merci. Je vous laisse imaginer la suite. Hein, j'ai pas C'était envie ce d'être titre-là à la base. C'était ce titre-là qu'on avait choisi à la base. Exactement, on va avoir des problèmes avec YouTube et l'objectif c'est quand même que la vidéo soit utile à tous. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un sujet contre-intuitif, mais c'est un sujet dans lequel en fait on va expliquer tout ce que le manipulateur a pu nous apprendre au cours de la relation et que finalement ça nous a rendu plus forts et que ça nous a permis d'être une personne avec peut-être encore plus de capacités justement qu'on va développer. Yes. Ok. La première étape, on en avait déjà parlé, Sandra, c'est que en fait, pour arriver à ce stade de remerciement qui vous paraît, on l'a bien compris, qui vous paraît absolument impossible et même presque provocateur, eh bien, la première chose que vous devez faire, c'est un positionnement en tant que victime. C'est la reconnaissance de ce statut-là. C'est également un statut qui est attendu par la société. Qu'est-ce que tu penses du fait que la qualité des victimes doit bien entendu être reconnue quand il y a eu du harcèlement, une atteinte à la vie privée, ou d'ailleurs, même si on n'est pas dans l'aspect juridique, s'il y a eu, comment dire, des souffrances inacceptables subies par une personne. Bah, je pense que oui, c'est déjà le fait de se dire statut de victime, c'est surtout reconnaître l'abus que l'on a vécu. Quand on a vécu avec un manipulateur, au début, on ne se rend pas bien compte que c'est de la manipulation, on ne voit pas les abus comme tels, on va voir après un petit peu avec le syndrome de Stockholm, mais il y a ce déni qui est là. Donc la première chose à faire, c'est sortir du déni, c'est se rendre compte qu'effectivement, ce que l'on a vécu, c'est pas normal, c'est un abus, c'est pas OK, ça dépasse l'entendement et on doit dire stop, que nos limites ne sont pas respectées, que nos besoins non plus, bref. Donc c'est vraiment cette notion-là de se dire j'ai été abusée, donc j'ai été victime de quelque chose. Oui. Je tiens à dire qu'à ce moment-là, la relation avec le psychologue ou avec l'avocat, en tout cas pour l'avocat, ça j'en ai la certitude, peut faire que vous allez prendre du retard dans la prise en compte de ce statut de victime. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas compris ce que vous vivez, qui minimise ce que vous vivez, qui même conteste et normalise certains comportements en disant bah, c'est une vie de couple normale, sachant que vous en plus vous avez des difficultés pour clarifier exactement ce que vous avez vécu, ça peut retarder la prise en compte de la prise de conscience de ce statut de victime. Complètement, oui. Ouais. Oui, et puis de toute façon, en thérapie, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, quelque part, moi, j'ai des personnes qui venaient ou viennent encore en cabinet me dire ben, non, il n'est pas manipulateur. Moi, c'est pas un pervers narcissique. Moi, ce que je vis, c'est pas aussi grave. Donc, il y a cette minimisation et cette normalisation de l'abus qui est là aussi. Donc, c'est vrai que ce départ en tant que victime, alors on pourrait mettre un autre mot aussi sur le plan psychologique, mais Ce bon, serait quoi l'autre mot auquel tu penses? justement, je sais pas, tu Mm. vois. C'est Ouais, en, ok. c'est en parlant Parce là, que, mais en fait, ce premier constat du statut de victime, qui est la représentation classique du fameux triangle de Karpman, c'est aussi ce triangle de Karpman qu'on va avoir la plupart du temps en justice, notamment quand on va aller en correctionnel, ou de manière plus générale quand on va arguer de violences physiques, de violences psychologiques. Sauf que ce qui va se passer, c'est que ce statut de victime va être renforcé en justice. Pourquoi? Parce que la justice ne va la plupart du temps pas avoir les moyens de la reconnaissance de votre statut, tout au moins en matière de violence psychologique.
Et en matière de violence physique, ça peut être exactement la même chose. Vous pouvez très bien, et je le vois très régulièrement en tant qu'avocate, avoir reçu des coups, avoir été violée, et sans avoir pris conscience à ce moment-là que c'était un viol. Avoir reçu des coups et tellement normalisé les violences physiques depuis des années que vous n'avez pas le réflexe d'aller voir un docteur, que vous n'avez pas le réflexe de prendre des photos, d'en parler, ne serait-ce que d'aller porter plainte. Donc, vous voyez que la justice, pour reconnaître votre statut et œuvrer dans le classique schéma du triangle de Karpman, elle a besoin de preuves, sauf que si vous ne les avez pas, la reconnaissance de ce statut fera défaut. Et du coup, votre sentiment de victimisation avec, au contraire, la capacité à dire un tel est mon bourreau, eh bien, sera renforcé et vous serez vraiment à fond dans la différenciation de ces statuts. Et oui, voilà, c'est ça. C'est que sortir du déni, c'est nécessaire pour entamer véritablement un travail, que ce soit sur le plan psychologique ou en justice. Oui, tout à fait. Moi, je vois en consultation, c'est pareil, les personnes, le fait de sortir du déni me permet de leur faire travailler sur cette notion de preuve. Tout à fait, ça leur fait travailler sur cette notion de preuve et sur le fait que la reconnaissance de ce statut, si elle ne vient pas de la justice, peut venir d'eux-mêmes et du travail qu'ils vont faire avec un psychologue. Parce que la première des satisfactions, la première personne avec laquelle on vit, qu'on doit aimer, quoi, qu'on entend partout, c'est d'abord soi, qu'on doit respecter, voilà. Donc déjà, si vous êtes capable de vous reconnaître en tant que victime, seul avec un accompagnement psychologique, c'est le préalable. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber dans l'écueil classique avec le fait que le PN, le manipulateur, va être le bourreau de ce triangle de Karpman dans le cadre d'un procès. Mais en fait, c'est OK. On a compris que ce serait comme ça. Le PN, oui, il va mentir au procès. Oui, il va pleurer au procès. Oui, il va en faire des tonnes. Il va dissimuler ses revenus. Il va mentir. Il va se faire passer pour la mère parfaite, le père parfait. Et il va vous faire que des coups en douce tout le temps. Ça, on le sait. Donc, en fait, reprocher à la justice de ne pas comprendre ce que vous-même, vous n'avez pas compris pendant parfois 20 ans ou 30 ans de relation, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de problématique. Et en même temps, je ne peux pas dire autre chose que je comprends votre point de vue, parce que justement, on a des idéaux, on a une morale, on a des attentes envers notre société, et que l'un des pactes fondateurs qu'on a avec notre démocratie, c'est quand même d'avoir une justice qui répare les dommages causés à chacun. Oui, mais voilà, comme tu l'as dit, le pire, c'est qu'il est le bourreau, mais il se fait passer pour la victime. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Donc, en fait, dans ce triangle-là, il n'assume pas sa place. Et il nous place, nous, en tant que bourreau. Tout à fait, tout à fait. Là, par exemple, exemple classique, j'ai eu encore un dossier à plaider récemment. Le mari est parti à l'autre bout du monde. Alors là, je dis pas que c'est un PN ou pas, c'est pas la question. Mais en tout cas, le schéma classique du triangle de Karpman qu'on a en justice. Le mari est parti à l'autre bout du monde avec des revenus qui sont absolument incroyables mensuellement et annuellement. Et il va dire, bah voilà, je t'ai laissé la maison, je t'ai laissé tous les objets à la maison, tu vas pouvoir t'en sortir et refaire ta vie. D'accord, on a quelqu'un, ma cliente, qui ne travaille pas depuis des années, qui a des problèmes de santé, qui est en couple avec quelqu'un depuis 15 ans, et impossible, ce sera impossible, ou en tout cas très difficile, de faire exécuter la décision de justice qui lui permettra d'avoir le devoir de secours. Donc là, vous voyez que la personne qui est partie à l'étranger se permet de ne pas respecter l'institution du mariage et la protection que cela engendre, tout en disant à la personne abandonnée, ma cliente, bah, en fait, c'est toi qui déconnes et t'inquiète que tu vas t'en sortir. Sachant qu'elle a 60 ans, pas de travail, des problèmes de santé très graves, donc vous imaginez. Mais il se fait passer pour la personne qui est bien. Oui, dans les mêmes. C'est là où, quand on en arrive après à merci aux manipulateurs, c'est vraiment ça, c'est que nous, ça nous apprend à la résilience et aussi à arriver à la maîtrise de soi. Bon, on va y arriver sur la suite, l'enregistrement, mais c'est ça, c'est que au début, c'est des choses qui nous révulsent complètement. Oui, et ça nous révulse tellement que c'est un statut, victime, bourreau, le Karpman, le sauveur, qui peut durer pendant des années. J'ai régulièrement des clients qui ont vécu ce qu'ils ont vécu il y a 10 ans, il y a 5 ans, bon 5 ans à la limite ça dépend de la durée du mariage, mais il y a même 20 ans, et qui sont encore dans un discours accablant envers le manipulateur avec laquelle ils ont pu vivre pendant des années. Comme s'il n'y avait pas d'acceptation en fait.
Ça, c'est faut vraiment, et c'est ça l'impact que peut avoir un travail véritable, que ce soit avec un psy et une avocate, c'est cette chose-là d'arriver à dépasser ce lien qui reste, parce qu'en fait, le manipulateur ou la manipulatrice veut garder ce lien, parce que ce lien-là l'alimente. Et Tout donc, à du fait. coup, il va y avoir cet intérêt-là à nous garder dans la ligne de mire Ouais. pour nous extirper de l'énergie, du temps. Alors qu'en travaillant vraiment sur notre résilience et notre capacité à faire face à ça de manière adaptée, et notamment en maîtrise de soi, on lâche ce lien. On n'a plus besoin d'être en colère. On ne se sert plus de cette énergie de colère non plus pour se distancier d'eux. Exactement, au point où dans les échanges concrètement avec un manipulateur, moi je vais conseiller à mes clients de dire des choses du style mais je comprends que tu aies besoin de penser de cette manière, c'est ton droit de penser de cette manière. Tu peux épiloguer autant que tu veux, ça ne changera rien au fait que j'ai besoin d'avoir telle réponse parce que ma question est précise et claire et que ça sert à rien de déborder du débat. Et donc en fait, c'est ça que je leur explique et que de toute façon, ce schéma des mails à rallonge alors que vous voulez juste avoir une réponse à une question, c'est juste une manière pour elle quoi, ou lui, quoi, pour le manipulateur en général, de maintenir cette emprise, de maintenir ce lien, Ouais. de garder une existence. Vous devez comprendre que quand vous recevez un mail à rallonge, ça traduit aussi le mal-être du manipulateur. C'est ça que ça traduit. Vous êtes en train de voir quelqu'un qui va pas bien et qui est obligé d'aller dans des propos délirants. Et puis, d'ailleurs, le truc très drôle, le classique, mais ça, je suppose que tu l'as vu plein de fois, toi aussi, avec tes clients. Ce qui est très drôle, c'est quand même quand ils sont pris en flagrant délit de mensonge. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être le bourreau. C'est ça. Et ça, c'est très drôle. C'est des mails que j'adore produire, bien entendu, au tribunal. Parce que on les prend en flagrant délit de mensonge, mais une attitude normale de quelqu'un quand on fait une erreur. C'est ok en fait, j'ai fait une erreur. Bon, je suis un être faillible. Je vais m'en remettre. Ça peut être grave, ça peut être plus ou moins grave, mais c'est ok en tout cas, je vais adapter mon comportement pour m'améliorer. Et ben là, non, pas du tout. Non, non, c'est de toute façon, vous êtes pris en flagrant, vous prenez le manipulateur en flagrant délit de mensonge, mais vous êtes quand Non, même, c'est pas vrai. c'est quand même vous qui êtes responsable. Quoi. Ouais. Ah oui, non mais alors ça c'est pour ceux qui sont les plus intelligents dans la gamme des manipulateurs. C'est-à-dire, Parce qu'il y a quand même un spectre. Et il y a les manipulateurs plus ou moins intelligents et plus ou moins chevronnés dans leur manipulation. Les plus intelligents vont effectivement retourner, faire du gaslighting vraiment très fort et on va se demander si ce qu'on a vu, c'est vraiment ce qu'on a vu en fait. Et on va se dire, la prochaine fois, j'enregistre parce que c'est pas possible en fait, je deviens folle. Et puis il y a ceux qui sont un peu moins intelligents et qui vont être plutôt dans l'intimidation, dans l'agressivité derrière. oui, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça me fait penser tellement à l'archétype, au schéma des dossiers que je peux avoir selon, comme tu dis, l'intelligence du manipulateur en face. En fait, tu as le premier degré où de toute façon il va se faire prendre parce que il s'en moque des règles et de toute façon il va tous, comment dire, il va toutes les transgresser. Et il y a l'autre qui est un peu plus fin, qui va essayer de toute façon de ne pas se faire choper, de toujours maintenir son statut de victime et de parent, de De personne modèle référente, ouais, exactement. Et dans ces cas-là, celui-ci, c'est très dur parce qu'il aura beaucoup plus de mal à se faire prendre. Et c'est vraiment dramatique parce que, et là, je recevais encore une cliente récemment à ce niveau-là parce que, en fait, parfois, on peut. Le dramatique de chez dramatique, c'est également quand on expose tout au tribunal, les éléments de fait, les preuves. Là, je vous parle vraiment d'un dossier construit, quelque chose qui est vraiment juridique, au cabinet, quasiment mathématique. En tout cas, je parle bon, peut-être pas au matheux, mais de mon point de vue. Et quand la justice englobe, s'approprie le discours du pervers narcissique, même sans preuve. C'est pour vous dire à quel point la manipulation parfois est tellement puissante qu'on a parfois des magistrats qui nous rendent des décisions sur des déclarations qu'on a en audience au lieu de se fonder sur l'analyse des preuves. Et c'est des décisions qui sont totalement délirantes. C'est quand même très rare en pratique, mais on a quand même parfois des décisions délirantes où on prouve la dissimulation de revenus et on ne va pas avoir de devoir de secours. Et il y en a plusieurs, on est obligé d'aller en appel, heureusement, la plupart du temps à ce moment-là on gagne, mais dites-vous que
En général, par exemple, nous, au cabinet, quand on fait une procédure, dans 95% des cas, on ne va pas interjeter appel. Donc, on prend la décision, on s'y attendait, et puis la plupart du temps, on la trouve à peu près fondée juridiquement, et on va déconseiller un appel. Mais il y a des fois, on revoit le discours du PN alors qu'il n'y a pas de preuve. Ça aussi, hein, ça nous en tant que pro aussi, ça nous oblige la maîtrise de soi. Hein, ça nous fait bien développer ça parce que effectivement, ça rend chèvre. D'ailleurs, si je peux vous donner une autre technique du PN utilisée récemment en audience que j'ai trouvée très 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 intéressante, c'est qu'en fait, donc, on s'attend de manière classique d'un point de vue procédural avec un PN à ce qu'il y ait une communication très tardive des pièces, des écritures, le jour avant l'audience, 48 heures avant l'audience, en donnant des informations qui sont nouvelles, pertinentes, qui peuvent remettre en cause les demandes initiales de la partie adverse. Sauf que ça, c'est la version basse, c'est celle à laquelle tout le monde s'attend. La version supérieure, c'est d'arriver à l'audience sans rien, les mains dans les poches, et de manipuler la justice pour dire, ben voilà, en fait, je voudrais une enquête sociale. C'est-à-dire que vous avez un manipulateur qui pendant des mois, n'a pas répondu à votre assignation, n'a pas répondu au courrier officiel que l'avocat a pu faire pour dire, ben voilà, j'ai pas d'écriture, j'ai pas de pièce. Il se présente à l'audience pour obtenir un deuxième, voire un troisième renvoi. Bien sûr, il a toujours rien communiqué. Il va pouvoir se faire passer en tant que victime auprès du tribunal en disant, ben voilà, elle a refusé la partie adverse a refusé un ultime renvoi alors qu'il n'y a pas d'urgence dans le dossier, alors que par exemple, tu auras saisi à bref délai. Et ils arrivent à plaider pour avoir une expertise médico-psy ou, comment dire, une enquête sociale, parce que pour eux, la plupart du temps, mais pas toujours, c'est quand même le Graal pour montrer que ce sont des bons parents. J'en ai. T'en as toi aussi? Ah ouais, ouais. Ouais. Et malheureusement, la justice se fait totalement avoir sur ça. Parce qu'ils sont naïfs, parce qu'ils ont confiance dans la nature humaine, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des personnes, ils ont des problèmes dans leur tête, que c'est une maladie mentale, quoi. Je sais pas d'ailleurs ce que c'est, mais peu importe. Mais en tout cas, on voit que ça va pas, quoi. Mais ils instrumentalisent de toute façon le système. Quand c'est plus les personnes, quand nous, c'est plus, quand les victimes, c'est plus difficile de les instrumentaliser, ils instrumentalisent le système. Ouais. Et ils poussent tout à fond, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ils poussent tout à fond. Et ce qui est drôle, c'est qu'est-ce qui se passe après? Bah, vous imaginez des victimes qui ont subi ça pendant des années, qui sont incomprises quand elles vont voir la police, qui sont parfois incomprises quand elles vont voir leur avocat et leur psy, qui sont incomprises à l'école. Mais vous imaginez le sentiment d'injustice? Qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis? Vous imaginez ce qu'on demande à des personnes? Elles ont vécu des injustices qui sont hors normes, des violences psychologiques, voire physiques, qui sont hors normes, et on leur dit, en fait, vous allez devoir accepter. En fait, il va falloir être résilient. En fait, vous n'avez pas le choix. En fait, la justice, elle ne pourra pas comprendre. En fait, la justice, elle est là pour la paix sociale. En fait, vos enfants, ils vont mal aller. Mais c'est OK, en fait. C'est comme ça, on ne peut pas faire mieux. Vous imaginez ce sur quoi la personne doit travailler? C'est quand même d'une violence inouïe, ce qu'on lui demande. Et là, tu vois, ça me permet aussi d'alimenter un petit peu le propos au niveau de la résilience. Quand je parle de résilience, en fait, c'est pas parce qu'on est résilient qu'on est obligé de subir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi d'assez central. Notre résilience et notre maîtrise de soi, on va l'utiliser pour nous et pas pour servir encore le PN. Parce que toute la période où on a été avec un pervers narcissique ou une personne manipulatrice, on a dû développer cette résilience, mais pour l'autre. C'est-à-dire à s'adapter constamment à l'autre et à faire en sorte que tout fonctionnait pour lui ou pour elle, ne pas générer de conflit. Et cette chose-là, cette résilience-là, à ce moment-là, on va l'utiliser non plus pour servir l'autre, mais pour nous servir nous. On se replace au centre. On se replace au centre et c'est ça qui se transforme en maîtrise de soi. En fait, avant, tu étais dans une démarche, la victime est quasiment dans une démarche sacrificielle en termes de résilience, C'est ça. alors qu'après, elle n'est plus dans cette démarche-là. Non, à partir du moment où on se prend en main, où on sait ce qu'on a en face de nous et où on sait toutes ces connaissances-là que nous, on diffuse là, forcément, on se positionne différemment quand on est aidé. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on a vécu toutes ces années-là sous emprise, arriver à développer cette capacité à faire face, ce n'est pas évident. Encore ce matin, j'avais une patiente où je lui disais il va falloir que tu apprennes à ne pas être respectueuse à certains moments. C'est-à-dire que son PN, elle est séparée, mais elle habite toujours sous le même toit. Et ça aussi, c'est quelque
quelque chose. Ils adorent. Voilà, donc là, elle est dans une période où elle doit faire face et le voir tous les jours. Et donc, lui, il continue de la matraquer tous les jours. Et elle, comme elle est une bonne élève, comme elle veut bien faire et comme elle est une personne, parce que souvent, face aux manipulateurs, ce sont des personnes authentiques, sincères, qui disent les choses. Donc, elle est toujours encore dans cette dynamique-là de vouloir qu'ils comprennent certaines choses. Donc là, on est en train il y a du travail alors encore. Pour qu'elle n'ait plus besoin qu'ils comprennent. Mais il y a des petites résistances sur la fin. Et donc, c'est de lui dire, voilà, quand il te pose des questions, quand il te matraque comme ça, en fait, juste tu regardes, tu tournes les talons et tu t'en vas, en fait. Et c'est de dire, cette notion-là où tu as la sensation d'être égoïste ou d'être irrespectueuse, affronte-le. Non, mais c'est surtout change de perspective. C'est-à-dire que si je passe mon temps, Sandra, à te dire, en fait, ta veste elle est rouge, ce que tu dis c'est inintéressant, tu ferais mieux de ne pas être psychologue. Ce que tu penses, en fait, je vais te dire un truc, c'est que tu es incompétente et que je sais mieux que toi ce que tu dis. Il y a un moment, ça perd. Tu vois. Et oui, donc il y a cette notion-là de travailler sur le fait de sortir de cette situation-là le plus tôt possible, mais pour faire face au moment où elle est et au moment où on est en train de le vivre, c'est d'avoir des mini-comportements pour permettre de s'extraire, mais en travaillant sur soi. Ça, c'est pas évident parce que ça nécessite de remettre en cause leur morale et leurs valeurs habituelles. Voilà, donc sortir de sa zone de connu, de confort vis-à-vis d'elle, mais ça ne remet pas en question sa personnalité entière. Mais c'est juste s'adapter à un moment donné à une situation bien spécifique. Ouais. Et ça, c'est particulier quand même à faire. Donc, supposons un exemple concret. On sait par exemple que les PN vont t'empêcher de dormir, j'ai dans beaucoup de dossiers, au moment, lorsque la séparation approche vraiment. Comment tu fais? C'est une question que tu me poses? Comment tu fais pour arriver à être respecté? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est quelles sont dans les attitudes que tu peux mettre en place. Déjà, effectivement, là, tu vas me dire, mais ça va être de ne pas habiter sous le même toit. Ça, dans l'idéal, c'est quand même ça. Même si ça génère des frais, même si ça va être la première option. La deuxième option, c'est effectivement de pas forcément ne pas forcément se comporter de manière idéale, comme on a envie d'être, comme on est. Par exemple, le PN t'empêche de dormir, il vient dans la chambre pour pouvoir discuter en disant notre couple c'est important, il faut impérativement qu'on avance, tu mets un verrou. Par exemple. Voilà, par exemple. Tu mets un verrou. Par exemple, la même chose pour la douche, par exemple pour les repas, à partir du moment où, en fait, il faut avoir un verrou. C'est ça qu'il faut que je conseille à mes clients. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait de toute façon quand on n'est plus sous le même toit? Ça va être de limiter les contacts, c'est ce verrou-là. Ouais, tout à fait. Et quand je dis, quand il te pose des questions, tourne les talons, va-t'en, c'est ça, c'est je te verrouille, je ne t'écoute pas, je ne te réponds pas, je te montre que ce n'est pas fluide dans ton qu'il n'y a rien qui circule. Il faut que rien circule en fait. Oui. D'ailleurs, à ce moment-là, je tiens à préciser que c'est une étape importante pour prouver le harcèlement en termes juridiques. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus dormir, quand vous êtes suivi à votre travail, quand vous recevez 15 appels à la suite, surtout les appels et les quantités de textos innombrables, c'est le moment non seulement de faire des captures d'écran. Et juste un petit conseil que je peux vous donner, vous savez, par exemple, l'un des problèmes en termes juridiques, c'est parfois on n'a pas la preuve de la date, par exemple, d'une vidéo où la date peut être contestée. Pareil pour les messages, parfois on n'arrive pas à voir la date, les captures d'écran, il y a une perte de téléphone. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un journal, vous prenez la vidéo du journal avec la date et ensuite vous en profitez pour filmer pour avoir des preuves quand vous pouvez bien entendu pas avoir accès à un huissier. On n'a pas toujours accès à un huissier. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un autre tips juridique. Supposons que vous avez un enregistrement. Cet enregistrement, bien entendu, ne peut pas être produit parfois tel quel en justice. Vous avez deux possibilités, soit constat d'huissier, soit aller directement déposer une main courante et demander aux officiers de police d'user de leur pouvoir de constatation et de le retranscrire soit dans une plainte, soit dans une main courante. Ok, c'est bon ça. Oui, c'est bon. Voilà, il y a une question qu'on n'a pas abordée, on est en train de l'effleurer depuis tout à l'heure, c'est
finalement, pourquoi ce statut de victime et bourreau peut durer aussi longtemps. Eh oui, donc là, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure sur le syndrome de Stockholm. L'emprise, hein. L'emprise, c'est pas. Et bon, on a fait toute une vidéo sur ça, sur pourquoi on reste dans une relation toxique. Mais c'est vraiment ça, c'est ces syndromes, c'est cette chose-là où, quand on vit un abus, au début, on ne veut pas forcément se rendre compte que c'est un abus. Et pour plein de mécanismes psychologiques inconscients, et notamment les schémas précoces inadaptés, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a quelque chose de très spécifique qui nous empêche de voir tout ça, c'est la minimisation. On va minimiser ce qui nous arrive et l'autre va nous aider à minimiser ce qu'il nous fait vivre et les abus qui nous font vivre. Bah C'est oui, ce qui tout à fait. très longtemps. Tout à fait. Et cette minimisation, elle arrive comment en pratique? C'est que, supposons, elle arrive notamment avec ces hauts et ces bas que vous avez tout le temps. Parce que, supposons que vous vivez un événement, alors peut-être pas un micro-événement, on va dire traumatisant dans votre quotidien, mais qu'après, il y a un moment agréable. Eh bien, en fait, ça va atténuer la douleur du moment parfois traumatisant en vous disant, bah regarde, elle a été gentille par la suite, il a été sympa, regarde ce moment qu'on a eu. Et du coup, quand vous avez à la fois un moment micro-traumatisant, voire très traumatisant, et un moment où tout va bien, bah, qu'est-ce qui se passe? Confusion mentale, vous ne pouvez plus penser. Le cerveau, c'est pas faire. C'est pas. Paradoxal. Il est Et shooté. Et c'est pour ça que vous êtes dans une situation qui peut durer des années. Et c'est pour ça que j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'on arrête de dire à ces hommes et à ces femmes, surtout ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, pourquoi t'es resté aussi longtemps? Votre cerveau ne pouvait plus penser. C'est pour ça que vous êtes resté. C'est pas plus compliqué. Tous les jours, Voilà. vous disiez t'es génial, t'as mal. T'es génial, tu vas avoir mal. T'es génial, tu vas avoir mal. Je t'aime, je te hais. Je t'aime, je te hais. Bah oui, bah il y a plus de discernement à un moment. C'est un conditionnement. Exactement, c'est un conditionnement. Et je ne sais pas si c'est vrai ça ou pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une dépendance physique qui se matérialise par des hormones, peut-être qui sont libérées dans le sang, par rapport justement à ces hauts et bas? Il y a une biochimie. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Il y a tout j'avais vu des articles. le système de récompense. Exact. Ah oui, bah voilà, c'est le système de récompense qui est totalement biaisé. C'est Oui. ça. Le système de récompense est totalement biaisé. Et d'ailleurs, je pense que ça mériterait une autre vidéo sur le système de récompense éventuellement transmis aux enfants. Parce que quand le système de récompense de la victime est totalement biaisé, est-ce que c'est pas un système de récompense biaisé qui est transmis, non seulement par la victime, mais en plus qui est entretenu par le parent bourreau par la suite, vis-à-vis de l'enfant mineur? Oui, oui, oui. De toute façon, il y a vraiment une vidéo à faire par rapport aux enfants et la gestion des enfants avec un manipulateur ou une manipulatrice en face, parce que vraiment, il y a cette notion-là d'arriver à faire émerger chez l'enfant son esprit critique. Tout à fait. Tout à fait. Et sur la question là qu'on se posait, pourquoi finalement cette relation a duré autant et pourquoi ça peut être aussi difficile de sortir de ce syndrome, de cette différenciation victime-bourreau. On a parlé du syndrome de Stockholm, mais il y a aussi autre chose de très simple, c'est-à-dire que ça dure autant parce que vous ne savez plus ce qu'est une relation normale, vous ne pensez plus à l'inconnu, à la notion de changement. Le changement, c'est quelque chose qui fait peur, donc forcément, vous ne partez pas. Forcément que vous allez avoir des réticences à écouter les conseils d'inconnus, de psychologues et d'avocats, même s'ils sont censés être compétents. Mais lui ou elle n'y connaît rien. Ils sont pas à ma place. Ils comprennent pas la complexité de la situation. Ils prennent juste des éléments à droite, à gauche, sans comprendre la globalité. Et oui, le puzzle est impossible en partie à comprendre pour peut-être des avocats en tout cas, parce que comprendre la complexité de 20 ans de relation, bah oui, il y a un moment, c'est quand même compliqué. Donc, il faut qu'on se ressente justement sur le droit, sur l'essentiel pour avancer. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que, comment dire, si vous restez dans cette relation, c'est que ça vous oblige, c'est que si vous voulez ensuite sortir de cette relation, ça vous oblige à remettre en cause des schémas passés. D'accord? Donc, remettre en cause parfois son enfance, nos croyances, et ben, ça nécessite, une adaptation forte, une remise en question forte, peut-être parfois un changement d'environnement familial, amical, professionnel. Et donc, en fait, ça entraîne des changements difficiles. Donc, c'est normal. Ça nous fait prendre nos responsabilités. Exactement. Nos responsabilités d'être resté. Il n'y a pas une victime qui est sortie d'une manipulation sans se dire
j'ai laissé faire ou je me suis pas rendu compte et avoir le sentiment d'avoir perdu du temps ou d'avoir perdu de l'énergie ou d'avoir fait une erreur, tout simplement. Et on n'aime pas avoir la sensation de faire une erreur. Donc, psychologiquement, tout va être mis en place pour ne pas voir l'erreur. Et c'est un peu comme c'est le principe du piège abscon. Hein. On a tellement investi dans cette relation, ça ne peut pas s'arrêter comme ça ne peut pas être faux depuis le début. Ouais. Et très souvent, on me dit non, mais il n'était pas comme ça au début, c'est venu après. Mais en fait, au début, il était comme ça, peut-être. Un peu moins, parce que moins frustré, parce que tu as encore les enfants, parce que tu as encore toutes les charges qui font que il y a plus de frustration de son côté. Donc, du coup, il devient un petit peu plus compliqué à gérer. Et il fait subir de plus en plus d'abus. Mais dès le départ, il était déjà comme ça, parce qu'un manipulateur ne devient pas manipulateur à 30 ou 40 ans. Hein. Il a. C'est sûr. C'est juste que vous n'avez pas voulu voir les signes. Ça veut dire, c'est juste qu'il y a la plupart du temps eu également un love bombing. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de tomber sur un manipulateur avec une relation qui commence doucement et progressivement? Ou est-ce que à chaque fois, c'est le mécanisme classique du love bombing? Parce que je me dis, en fait, à force d'avoir une telle communication sur les réseaux, à un moment, les manipulateurs, ils vont s'adapter. Ils vont se dire, bon, bah, en fait, je vais arrêter le love bombing parce qu'on va s'apercevoir, en fait, que je suis, je suis un manipulateur. Tu vois, peut-être qu'il va y avoir des mécanismes d'adaptation aussi qui vont arriver. Ou de toute façon, l'adaptation, c'est quelque chose qui est antinomique avec leur mécanisme de défense. Je ne suis pas convaincue que sans love bombing, l'emprise pourrait se mettre en place. Ok. Mais il peut y avoir des love bombing plus timorés, plus longs, moins comme ça, tu vois, mais plus hop. Et tu penses qu'à ce moment-là, c'est calculé de la part du manipulateur ou que ça n'est pas forcément? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il en a vraiment conscience? Et quand c'est ça, je change c'est pas le débat en fait, parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette question-là, on se mord les doigts, quoi, parce qu'en fait, on est de nouveau recentré sur lui et plus sur ce que l'on veut vivre ou ce qu'on ne veut pas vivre. Exactement. Je ne sais pas si on aura la réponse un jour de ce degré de conscience. Je pense que c'est un degré de conscience. C'est pas noir ou blanc. C'est pas il a complètement conscience ou pas du tout conscience. Je pense qu'à certains moments, ils en ont clairement conscience, parce qu'il faut arrêter de... Hein, donc, ils en ont conscience. Et puis, il y a des moments où c'est plus de l'ordre de réflexe. Mais globalement, je pense que c'est... je ne peux pas dire entre le conscient et l'inconscient, parce que là, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais en fait, des exemples complètement opposés. À certains moments, ils en ont conscience, à d'autres non. Moins. Ouais. Mais ils savent qu'en faisant ça, ils obtiennent ça. Donc, ils sont conscients qu'en ayant cette action-là, ils obtiennent ça. Ça, c'est leur conscience à eux. Après, le mal que ça engendre, c'est pas intéressant pour eux. L'autre n'existe pas. Donc, ils ne peuvent pas avoir conscience de leur faire du mal, vu que l'autre n'existe pas. Ouais. Donc, c'est plus en termes de ça, en faisant ça, j'obtiens ça, en faisant ça, j'obtiens plus. C'est hallucinant ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Comme l'autre n'existe pas, je le reprends, je ne peux pas avoir conscience de lui faire du mal. C'est ce que pense le PN d'après toi. Oui. Ouais. C'est ce qu'il l'incarne, il ne le pense même pas, il l'incarne. C'est pour ça que la notion de conscience n'est pas vraiment un sujet pour eux parce qu'ils n'ont pas la même réalité qu'une personne qui n'a pas ce trouble-là. Ouais, je comprends. Donc là, on a compris pourquoi finalement on est resté longtemps dans ce triangle bourreau et aide-moi, bourreau-victime, oui. Avec syndrome du sauveur en plus éventuellement. Donc on a compris pourquoi on est resté là. Et cette manière de travail, cette manière de diviser les choses a des conséquences non seulement sur la relation avec toi en tant que psychologue, la relation du patient avec toi, mais également sur la relation de l'avocat avec nous, la relation du client avec l'avocat. Tu veux m'en dire un peu plus, toi, sur les conséquences de la relation avec toi ou pas?
Oui, alors là, je vais un petit peu dissocier mon travail. C'est-à-dire que quand on va voir un psy, nous, en tant que psy, on est formé à aider le patient à se sentir mieux. Mais on n'a pas forcément cette notion-là de systémie pour tous les psys. Donc, le système dans lequel évolue le patient. Donc, quand on va voir un psy, quand il n'est pas aguerri aux relations toxiques, va potentiellement lui aussi être manipulé dans le. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, ne pas voir que la relation que vit le patient est toxique. Donc, le psy va aider le patient à s'adapter encore plus à la situation. Le nombre de patients qui sont venus vers moi et puis qui m'ont dit bah oui, mais c'était pas du tout comme ça, c'était pas du tout ça qui m'était préconisé. C'est énorme parce que voilà, le manipulateur peut, au travers de la patiente ou du patient, manipuler aussi la psychologue. Donc ça, c'est une première chose. Après, quand le patient est aguerri, là, effectivement, la relation avec le psy, moi, je vois, j'ai toute une période où le patient ou la patiente va me sortir tout ce qui ne va pas avec son toxique. Et si toutefois, moi, je l'essaye de les faire sortir du déni trop tôt, ça ne marche pas. Donc, il y a aussi pour le psychologue une délicatesse et une agilité à avoir pour aider la patiente ou le patient à prendre conscience et à sortir du déni. Parce que très souvent, les personnes arrivent en déni. Elles vivent quelque chose de très douloureux, mais c'est pas toxique, mais c'est pas un pervers narcissique, mais c'est pas. Voilà. Donc, il y a vraiment un travail d'amorce au départ, mais peut-être que tu dois le sentir toi aussi. Ah bah moi, je le sens totalement et je l'avais pas théorisé avec autant de simplicité que toi. Mais en fait, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. Quand les clients vont voir des avocats et qui vont proposer une garde alternée parce que c'est important aujourd'hui de reconnaître la place du père, quand ils vont, comment dire, aller voir un avocat et qu'ils vont leur dire, bah, en fait, vous devriez accepter parce qu'on n'a pas plus, alors que finalement, on n'aura pas eu de recherche FICOBA, on n'aura pas eu tous les comptes, on n'aura pas eu le bilan de société, et tout simplement parce qu'en fait, se battre, c'est aussi une forme de culpabilité pour la victime qui est rappelée par le PN. En fait, toute cette adaptation juridique, en fait, c'est des concessions juridiques, c'est des concessions sur les enfants et c'est des concessions sur l'argent et c'est toujours la même chose. Et c'est demandé aux victimes par nombre d'avocats et tout l'équilibre qu'il faut trouver quand on est un avocat, dans tout l'équilibre en tout cas qu'on essaie de trouver au cabinet dans notre pratique, c'est la prise de conscience des manipulations qui sont effectuées, les demandes qu'on va formuler et ce qu'on peut accepter parfois en termes de négociation, même si c'est extrêmement rare qu'on arrive avec un PM à avoir un accord qui respecte les intérêts des parties respectives. Parce que justement, leur objectif, c'est tout simplement la soumission et le plaisir dans le fait justement de faire mal, d'avoir des accords qui font mal, une absence de PC alors que de prestations compensatoires alors que vous avez 20 ans de mariage, des sacrifices d'une mère qui s'est occupée des enfants pendant des années, qui est partie à l'autre bout du monde, qui a travaillé dans la société sans avoir jamais de statut. Ça, c'est vraiment le classique que je vois tous les jours et ce qui est très difficile à comprendre pour moi en tant qu'avocate, c'est que cette adaptation, pour moi, c'est vraiment simplement une analyse strictement juridique. Et l'analyse strictement juridique, eh ben, c'est quelque chose, à mon sens, qui est totalement insuffisant. On ne peut pas avoir une stricte analyse juridique de la situation sans prendre en compte le besoin de reconnaître le besoin, comment dire, de la victime d'obtenir parfois le plus possible ou comment dire le besoin de la victime d'essayer au moins de se battre parce que parfois on gagne aussi, même quand tu as des manipulations. Donc pourquoi? Parce que par exemple, là j'ai eu encore le cas la semaine dernière, le magistrat les pris dans la décision, il tire les conséquences de la dissimulation de revenus et propose et ordonne des pensions alimentaires au titre du devoir de secours qui vont être plus importantes. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a exactement la même chose, toi en termes psy et moi en termes juridiques. Et l'autre point, c'est la question de la délicatesse. Tu sais que pour nous, en tant qu'avocats, je ne sais pas si c'est le cas pour toi en tant que psychologue, la délicatesse, c'est une de nos valeurs déontologiques. Et Ah oui. Ouais, tout à fait.
Sauf que c'est très dur parce que t'as une analyse psychologique d'acceptation de la situation par le client. Tu es consciente que le chemin doit être parcouru pour accepter des conseils. Sauf que nous, quand ils arrivent au cabinet et qu'ils nous disent, bah en fait, j'ai été violée, mais je veux pas porter plainte. En fait, j'en sais rien, j'ai une fracture du bras, mais je veux pas porter plainte parce qu'on a des enfants ensemble et on habite ensemble dans la maison. Et la famille, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose, certes, la délicatesse qui est censée exister, mais tu vois que c'est quand même dur juridiquement parce que à la fois on va comprendre et en même temps intérieurement, moi j'ai des résistances quand j'entends ça. Je dis mon Dieu, Ouais. faut que je me maîtrise parce que la personne elle n'est pas capable de l'entendre. Et je sais que son chemin, ça va être de revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et c'est ok. Maintenant, c'est ok, mais avant, en tout cas, et parfois encore j'en ai, mais avant, j'avais beaucoup de résistance quand j'entendais ce genre de discours. Oui, là, c'est vraiment, bon, c'est vrai qu'on en avait discuté, cette chose-là aussi, de se dire, de lui faire émerger en elle ou en lui faire sauter tout seul son déni, quoi, en posant des questions et pas en disant. Ouais, bah oui. Parce que, en fait, c'est la même chose. Si tu donnes tout de suite la solution, eh bien, il y a eu un côté donneur de leçons, je sais mieux que toi, sans compter peut-être, comme il y a des résistances, on va être accusé peut-être de condescendance, tu vois, de sachant. Et finalement, ça lui rappelle peut-être encore la relation Et qu'elle a oui, pu avoir de parentification qu'elle a pu avoir avec le PN. Il y a un moment, il faut que ça vienne d'elle, il faut que ça vienne de la victime. et oui, c'est là où elle va passer du statut de victime à statut de je suis une femme ou je suis un homme qui a sa place et qui a le droit de et qui est autorisé à. Elle n'est plus dans cette posture infantile. Voilà, toi, tu Tout parles à de fait. parentalisation, et oui, il y a un parent d'un côté, il y a un enfant de l'autre. Et Ouais. donc, cette notion-là de je peux, je suis capable, et ça, à partir du moment où la personne commence à entrevoir qu'elle a toutes les capacités pour faire face, et elle a toutes les capacités pour dépasser cette situation-là, d'autant plus si elle est aidée, c'est OK. Mm. Là, souvent, je dis à mes patientes, le plus compliqué est fait quand on a fait ça. Ouais. On a réussi ce bras de fer intérieur, c'est le plus compliqué qui est fait. Après, c'est le plus fatigant. C'est quoi le après qui est le plus fatigant du coup? La gestion du conflit. Ouais, la gestion du conflit. Ouais. Parce que avant ça, comme on est sous emprise, il y a moins de conflits quand même. On Bien dit sûr. oui, on dépasse nos limites, on ne fait pas valoir nos besoins, il y a moins de conflits. Mais c'est compliqué de se faire émerger à soi-même ces abus. À partir du moment où, ça y est, on a compris, là on se prend tout le tsunami émotionnel et on refait en boucle tout ce qu'on a vécu, et avec une nouvelle lecture de ce comportement-là qu'on n'avait pas vu, et que ça y est, on voit, et que toute la matrice, toute la toile d'araignée, on la voit. C'est très compliqué à vivre. C'est pour ça que là, il faut être accompagné. Et après, quand ça c'est fait, eh ben c'est long. C'est long, c'est fatigant, et on va vouloir nous user. Donc là, avoir les bons outils, les bonnes manières de faire face. Ça peut être sur pas grand-chose en plus, le pire, c'est ça, c'est que quand on est tout outillé avec les bons pros, il suffit de pas grand-chose. Sauf que, bah, il faut s'entraîner, quoi. Moi, je mets mes patientes en training, hein. Ah, c'est-à-dire? Ah, bah, c'est un training. Bah, là, ce matin, celle que je te disais sur le fait de pas répondre aux questions et de partir, d'esquiver. Elle me dit: «Mais Ouais. ça va être super dur». Ouais, beh, c'est un training, en fait. Ouais. On s'entraîne à se dépasser dans cette situation-là. Mm. Bon, il y avait plein d'autres conseils par rapport à ça, mais faire la technique du brouillard, voilà, des outils La technique du quoi? du brouillard. Du brouillard? Ok, mais en fait, tu le mets dans le brouillard comme le PN te met dans le brouillard. C'est ça? Voilà. Ok, Sauf d'accord. qu'à la différence des PN, les pervers narcissiques vont manipuler pour nous faire mal, pour obtenir plus eux. Or, nous, on va utiliser des techniques qui peuvent être analogues à certains moments, pas pour leur faire mal, pas pour obtenir plus d'eux, mais pour se protéger. Ouais, c'est pas la même intention en fait. C'est pas du tout la même intention. On laisse le libre arbitre à l'autre, alors qu'eux ne l'ont pas laissé. Ouais. Donc, c'est vraiment important, parce que ça, c'est la petite chose qui vient se mettre dans les rouages quand on veut faire face à un manip, c'est qu'on veut surtout pas lui ressembler, et heureusement, parce que c'est pas le but.
Mais il y a quand même des contre-manipulations à mettre en place pour se protéger. Et ça, c'est quand on est sorti du déni, c'est quand même ce qui, dans le merci au manipulateur, c'est ça, c'est qu'on va acquérir cette compétence-là. On va acquérir cette compétence-là et en fait, on va identifier toutes les manipulations. Voilà. À chaque fois qu'il y en aura une, et ben en fait, le premier réflexe, ça peut éventuellement être le ressenti des émotions, qui sont, c'est normal, mais très vite, l'analyse arrive par la suite. C'est ça. Et plus on s'est entraîné et plus on a géré nos émotions et plus l'impact émotionnel va se réduire et la gestion du conflit ou la gestion des personnes toxiques de manière générale, parce que ce qu'il y a de génial quand même, c'est que là, quand on arrive à le faire avec eux, on les repère tous beaucoup plus vite. Que ça aille du marchand de légumes au boss qui est toxique aussi, et à notre ami qu'on pensait être une amie et qui, en fin de compte, obtient beaucoup plus de nous, quoi. Ouais. Et donc, en fait, ce que tu es en train de décrire, et dans le merci au manipulateur, c'est en fait que l'entourage progressif va changer au fur et à mesure que la victime prend conscience de son statut, en sort et devient un adulte responsable de ses émotions et de sa capacité à poser des limites. C'est tout l'entourage qui change. Alors, ça change là, effectivement, dans cette chose de mettre à distance les toxiques, mais aussi de faire rapprocher à soi les gens sains. Ouais, c'est Parce exactement que ça. ces personnes-là n'avaient plus accès à nous. Oui, tout à fait. Et puis, ils n'étaient pas intéressés par nous aussi. Oui, voilà, ça se faisait pas, quoi. Ça se faisait pas parce que il y avait trop de poison autour. Donc, on assainit vraiment notre environnement, et que ce soit notre bien-être intérieur et notre bien-être extérieur. Tout à fait, tout à fait. Et une fois que vous avez fait ce travail de poser vos limites, d'identifier les manipulations, d'apprendre à contre-manipuler, en fait, toutes ces techniques, ce qui est beau, c'est qu'en fait, vous les transmettez potentiellement à vos enfants sans même vous en rendre compte. C'est-à-dire que les erreurs que vous avez faites, vous allez faire en sorte que vos enfants les reproduisent pas. Alors, sûr, vous allez commettre d'autres erreurs, personne n'est parfait, mais je pense que apprendre la gestion émotionnelle à ses enfants, au-delà de l'apprentissage d'une encyclopédie, c'est quelque chose qui a quand même une valeur inouïe sur cette terre. Oui, et puis eux, voilà. Et ça, c'est très important, la maîtrise de soi à ce moment-là, parce que surtout, c'est très important de ne pas nous-mêmes mettre l'enfant dans une situation où il pourrait entendre du mal de l'autre. Tout à fait. Parce qu'un enfant qui entend du mal de l'autre parent, pour lui, psychologiquement, il croit que c'est de lui dont on parle. Ouais. Et Dieu sait que c'est compliqué de ne pas dire de mal du parent toxique, parce que voilà, ça nous touche quand émotionnellement on est encore touché et qu'on n'a pas mis en place des contre-manip. Parce que plus on a répondu de manière adaptée au toxique, et moins on a d'émotions. Donc après, vis-à-vis des enfants, c'est beaucoup plus simple. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. On parle de résilience, de gestion des émotions, d'identification de contre-manipulation, mais il y a un moment, il va toujours vous en sortir des énormes, hein, le manipulateur, hein. Même dans 10 ans, même dans 20 ans, il continuera. Donc il y a un moment, on n'est pas non plus surhumain. Et moi, c'est ce que je dis à mes clientes. Je peux être sûre que je vous revois dans 4-5 ans pour un nouveau procès, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans pour la question des petits-enfants. Ça n'en finira pas, puisque vous êtes parti, c'est le pire affront, c'est la pire humiliation quasiment que vous pouviez faire. Donc en fait, vous allez le payer cher toute votre vie, votre liberté, vous allez la payer. Donc, ok, on devient très fort, et merci au PN, certes, et aux manipulateurs, mais il y a un moment, il faut quand même faire attention à bien prendre soin de soi, parce que il y a de quoi devenir dingue. Et puis en parler avec des personnes qui comprennent ça, parce que du coup, c'est sujet à beaucoup rire. Bah oui, bien sûr, parce qu'après, c'est tellement un jeu. Après, on le voit de très loin, on dit, ah bon, bah d'accord, il était obligé de se positionner en tant que victime. Ah, il a inventé ça, ah bah bravo. Pas mal. Je t'ai vu faire ça. Ah, je t'ai vu faire ça et tu contestes, mais je n'en doute pas, c'est ok. Ton enfant ment envers toi. Ah, d'accord, ok, je ne savais pas. Ah, tu veux pas aller voir le psy parce que t'as rien fait, c'est normal. Ok, d'accord, je comprends, c'est pour les idiots le psy, t'inquiète pas. C'est ça, hein, Ah oui. d'habitude. Donc voilà. Bon,
Sandra, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour clore cette vidéo? Moi, non, je pense que c'est OK sur ça. On a dépeint pas mal. Oui. Non, Bah c'est bien. écoute, merci Sandra. Moi, ce que je vous propose en commentaire, c'est tout simplement d'écrire des propositions de sujets vidéo que vous voudriez que je fasse seule ou avec Sandra. Vous nous dites si l'alliance du droit et de la psychologie est quelque chose qui vous aide dans la gestion de votre quotidien. Je voulais vous remercier de suivre de manière toujours plus intense et vous êtes toujours plus nombreux à suivre notre chaîne. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.